Bienvenue sur La Fabrique à Polyglotte, le premier podcast francophone qui dévoile les dessous scientifiques de l'apprentissage des langues étrangères. Je suis Coralie de Belle Note, je parle jusqu'à 4 langues quotidiennement et je me suis donné pour mission de libérer le polyglotte qui sommeille en toi en te donnant les clés pour parler plusieurs langues étrangères avec confiance, facilité, sans dépenser des milliards et en atteignant enfin tes objectifs linguistiques. Si le sujet te parle, n'hésite pas à t'abonner au podcast pour faire un pas de plus vers une vie multilingue. Bonjour à tous, et oui, j'avoue, je vous arnaque depuis plusieurs mois. Mea culpa. Dans toutes mes intros d'épisodes et dans la description officielle du podcast, je parle de dévoiler les dessous scientifiques. Mais depuis l'épisode 2, j'arrive avec du contenu et des approches plutôt expérientielles et pas tout à fait présentées de manière scientifique. J'espère que vous vous sentez pas arnaqué. Aujourd'hui, on va largement se rattraper. Alors, soyez rassurés, je vais pas à nouveau relire des études, etc. Mais on reçoit un invité qui, lui, depuis plus de 30 ans, qu'il affine son expertise en matière d'apprentissage des langues, a développé un savoir précis, scientifique et technique et des méthodes qui lui ont permis d'apprendre 15 langues. Oui, 15. Aujourd'hui, nous bavardons avec Lucas Lampariello, et sa particularité, c'est que ces 15 langues, il ne les balbutie pas, il les maîtrise même à un niveau très avancé. Et ça lui procure une belle renommée, je ne te cache pas, dans le monde polyglotte. Outre ses conférences, il est largement suivi sur son blog, sur sa chaîne YouTube, et il s'est rappelé à mon bon souvenir lorsque je faisais mon réapprentissage de l'allemand. Tu sais dont je te parle dans le dernier épisode. Il intervient sur la chaîne YouTube Easy German avec un niveau qui m'a fait dire bon ok, il faut que je sache comment on peut obtenir un tel niveau de langue parce que, pour te le dire en toute transparence, je me sens assez douée pour prendre une langue du niveau A0 et l'amener au niveau B1, mais le reste devient hyper fastidieux. Alors pas pour la compréhension, je suis à l'aise pour comprendre bien au-delà du niveau B1, mais pour m'exprimer et surtout à l'écrit au-delà de ce niveau, bof quoi. Donc je sais qu'il y a un trou dans ma raquette, qu'il manque quelque chose à ma routine, à mon savoir, à ma pratique, et peut-être à toi aussi. Donc on va aller cuisiner Lucas. Son slogan c'est Smart Language Learning, qu'on peut traduire par l'apprentissage des langues malin ou astucieux, avec son intelligence rationnelle, tu vois. Et quand j'ai fait ma petite enquête sur ce qui changeait dans son discours par rapport au contenu qui naturellement m'accompagne, j'ai noté que Lucas faisait la part belle à la traduction. Or, traduire, ou utiliser des traducteurs automatiques, mais surtout la traduction, c'est un truc qu'on fait tout le temps, mais rarement on s'interroge sur comment on le fait, comment ça peut être un outil malin, justement, d'apprentissage des langues, et même on ne le conscientise pas, ce travail de traduction. Et dans mon cas, je faisais en sorte d'éviter tout ce qui s'en rapproche, puisque je suis dans cette logique de méthode naturelle. Pour te donner un exemple précis, quand j'ai commencé mes cours privés en espagnol, eh bien je voulais tellement pas parler en français que dès qu'il y avait un problème, pouf, je passais par l'anglais, ce qui avait absolument aucun sens pour mon prof. Mais moi j'étais dans l'idée que je devais plus avoir rien qui sorte de ma bouche en français pendant le cours d'espagnol, et même dans ma pensée. C'était en mode langue étrangère et zéro français. Bon, après ça, c'est peut-être mes névroses personnelles, mais dans tous les cas, je sais très bien qu'à grande échelle, le sujet de la traduction est carrément sous-coté. Et d'ailleurs, le sujet d'aujourd'hui, vous l'avez voté et choisi sur Instagram. Et ma théorie, c'est que cette traduction, elle est un ingrédient de la réussite de Lucas Lampariello. Et on va vérifier ça tout de suite. Je te laisse à l'écoute de notre entretien. Bonjour Lucas, ravi de t'avoir sur La Fabrique à Polyglotte après cette longue introduction. On aimerait savoir comment, avec tes mots à toi, tu te présenterais, surtout de ton côté apprenant. Qu'est-ce qui a fait que tu as décidé de faire de ton plurilinguisme ton métier? Tout d'abord, merci pour l'invitation, Coralie. Je suis Lucas, je suis italien. J'apprends, oui, effectivement, ça fait 15 ans, non, ça fait 30 ans, en fait, que j'apprends plusieurs langues étrangères. En fait, mon chemin a commencé, c'est un peu différent, dans le sens que mon papa voulait que je devienne ingénieur électronicien. Mais finalement, j'ai choisi le chemin des langues parce que j'ai senti et ressenti que c'était le chemin pour moi. À 30 ans, j'étais à Paname, Paris, et je me suis dit, c'est ça ce que je veux faire. J'ai compris que je voulais pas devenir ingénieur, j'ai compris que c'était la communication qui m'intéressait, l'apprentissage des langues, l'éducation. Et j'ai commencé à apprendre les langues étrangères quand j'avais 10 ans, à l'école. C'était un désastre total, une catastrophe, je dirais. J'avais commencé à apprendre l'anglais et le français, j'étais persuadé que j'étais pas bon. Je me suis dit, simplement, c'est pas pour moi, les langues étrangères. J'ai compris quand j'ai commencé à travailler avec ma prof privée, Susan, américaine. J'ai compris qu'en fait, c'était pas moi, c'était pas de ma faute, c'était la façon dont j'apprenais les langues à l'école qui était le problème. Et moi, ma mission dans la vie, c'est d'enseigner et en fait, de montrer aux personnes le potentiel qu'ils ont
Parce que chacun de nous a la possibilité d'apprendre quoi que ce soit. C'est pas seulement une question des langues étrangères. Tu peux apprendre les maths, tu peux apprendre à dessiner, tu peux faire ce que tu veux dans la vie si tu sais comment le faire. Donc, c'est le know-how qui manque en général. Les gens ont les outils, ils ont tous les outils. Tu peux trouver n'importe quoi sur Internet. Le problème, c'est que beaucoup de gens ne savent pas encore comment utiliser leur cerveau pour apprendre une langue, des langues de façon, disons, efficace. Et moi, quand les gens me disent, par exemple, ah, mais t'es un génie, ouais, 15 ans, c'est. Moi, je leur réponds non, je ne suis pas un génie, je suis une personne normale. Si tu m'observes dans la vie quotidienne, tu verras que je passe beaucoup de temps. Vraiment, je me lève le matin, j'apprends les langues, et donc c'est le temps, c'est les. Moi, je dis toujours qu'il y a les trois éléments qui sont très importants, la psychologie, le mindset, ce mot en anglais qui est pas traduisable, je sais pas en français, mais je dirais, c'est pas l'état d'esprit, c'est plutôt l'approche mentale. Ça, c'est très important. Donc, le mindset. Après, bien sûr, c'est les stratégies d'apprentissage, parce qu'il y a des stratégies efficaces et des stratégies qui sont pas efficaces. Et après, c'est d'organisation. C'est ta capacité d'organiser le temps, d'organiser ton énergie et ta concentration pour apprendre tous les jours. Ça, c'est les trois, disons, facteurs les plus importants dans l'apprentissage d'une langue étrangère. Et moi, disons que la chose qui a fait la différence, c'est ça. C'est pas mon cerveau. Je suis pas un génie. Je suis ravie qu'on commence le podcast par dire oui, c'est possible pour tout le monde. Si tu es passé d'un stade de te dire les langues c'est pas pour moi à celui de parler aujourd'hui plus de 15 langues à un niveau très avancé, ça montre que le chemin à parcourir est possible. Et aujourd'hui, on va aller un petit peu plus loin, un petit peu plus précisément dans c'est possible et c'est possible avec la traduction. Dans ta méthode, tu as intégré quelque chose que j'ai envie de connaître davantage, qui est la méthode BDT, la traduction bidirectionnelle. Est-ce que tu peux nous en parler un peu plus et pourquoi c'est devenu un outil qui est au cœur de ta méthode? Alors, BDT, ou la traduction bidirectionnelle, c'est une méthode que j'utilise pendant les premiers, disons, 3, 6 mois dans la phase numéro 1, qui est la phase pour ce qu'on appelle les beginners, les débutants. Donc, tu commences à prendre une langue de zéro et tu peux utiliser cette méthode. Ce que je fais normalement, je prends un outil, une ressource comme Assimil. C'est très connu en France. Je sais pas, aux États-Unis, c'est pas très connu. Le reste du monde, mais en France, c'est très connu parce que c'est une entreprise française. Donc, j'utilise Assimil, mais tu peux l'appliquer à n'importe quelle ressource. Et après, la traduction bidirectionnelle, ça signifie que tu prends un texte bilingue. Donc, j'analyse le texte, c'est-à-dire je l'écoute, je le lis. Ça, c'est la phase d'analyse. C'est analyser un texte pour comprendre. Après, je traduis vers l'italien, vers ma langue maternelle, et je le fais à l'écrit. Et tu pourrais me dire, mais est-ce que tu as déjà la traduction sur le texte d'Assimil en italien? Oui, mais l'une des choses que j'ai apprises, les plus importantes dans l'apprentissage de quoi que ce soit, c'est que apprendre, c'est de créer. Quand tu crées quelque chose, tu apprends mieux. Donc, tu crées ta propre traduction. Donc, ça, c'est un autre pas que tu fais un autre jour. Donc, le premier jour, par exemple, tu analyses le texte, non? C'est l'analyse des textes. Après, tu traduis le texte, par exemple, le lendemain vers l'italien. Et après, un jour après ou 2 jours après, tu le retraduis vers l'allemand. Traduire, ça signifie traduire des phrases entières. C'est pas traduire un mot, c'est traduire une phrase, la signification d'une phrase entière. Quand tu fais ça, tu fais beaucoup de choses qui sont très, très utiles pour ton cerveau. Tout d'abord, c'est une façon très active d'apprendre une langue parce que normalement, ce que beaucoup de gens font, c'est de lire et d'écouter plusieurs fois. C'est pas mal de lire et d'écouter, c'est la base, mais c'est pas suffisant parce que c'est passif. Donc, tu fais beaucoup de choses, tu analyses un texte, tu l'attaques, disons, de perspectives différentes. La première fois, tu l'analyses pour le comprendre et après, tu fais une traduction vers l'italien, vers ta langue maternelle. Si c'est pas l'italien, si c'est l'anglais, tu fais vers ta langue maternelle. Donc, c'est un processus de création et après, c'est un processus de apprentissage parce que tu fais ce qu'en anglais, on appelle un recall. Recall, ça signifie quand tu cherches à traduire de ta langue maternelle vers ta langue cible, ce que ton cerveau fait, c'est qu'il cherche à se rappeler des mots, mais tu mémorises rien. C'est ça la chose intéressante. C'est mémoriser, c'est la conséquence de traduire. C'était avant même de rentrer un peu plus en détail dans la technique de la traduction bidirectionnelle. Pour ceux qui ont appris le latin et qui sont traumatisés par les traductions de latin vers le français et du français vers le latin et qui pensent que traduire c'est mauvais, que c'est l'étape qu'on doit éviter pour être plus spontané dans son expression orale, comment est-ce que toi tu t'es dit, ah ben en fait la traduction c'est un pilier central pour les débutants et il faut le mettre au cœur de la pratique? Alors, si tu vois un marteau,
Par exemple, un marteau, ça sert pour tuer quelqu'un, mais aussi, ça sert aussi pour bâtir un édifice. Donc, un marteau, c'est un outil, non? Tu vois un marteau et ça dépend de l'utilisation que tu en fais. La traduction, c'est la même chose. C'est un outil. La façon dont j'utilise la traduction dans la phase numéro un, qui est la phase pour débutants, quand tu ne sais pratiquement rien d'une langue étrangère, c'est de comprendre la base de la langue. La traduction bidirectionnelle, c'est un outil qui te sert à comprendre les bases d'une langue pendant 3 ou 6 mois. Après, tu peux utiliser disons, la connaissance que tu as développée à travers cette traduction pour développer tes compétences linguistiques sans traduction. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que normalement, si tu y penses, apprendre quoi que ce soit, c'est un processus d'association de vieilles informations avec des nouvelles informations. On finit par traduire tout le temps. Même si on pense, oh non, j'ai pas traduit, j'utilise pas de traduction, le cerveau, il associe toujours un nouveau mot avec le mot correspondant dans ta langue maternelle. Et donc, tu traduis, même si tu veux pas, tu finis par traduire de toute façon. Troisième chose très importante, c'est que il y a effectivement le risque de traduire dans ta tête, d'utiliser ta langue maternelle, de traduire, de penser dans ta langue maternelle, de traduire, après de chercher à communiquer dans ta langue cible. Mais ça, c'est disons, quelque chose qui se passe de façon naturelle, malheureusement, parce qu'il y a une phase à travers laquelle nous devons passer quand on traduit dans notre tête, mais c'est aussi une tendance qu'on peut en fait réduire si on simplifie notre façon de penser et de parler. Qu'est-ce que je veux dire par ça? Ce qui se passe normalement, c'est qu'en tant qu'adultes, nous voulons nous exprimer de façon élégante tout le temps. Je veux parler de façon élégante, je veux m'exprimer bien et tout ça. Le problème, c'est que quand tu parles une langue étrangère, on n'a pas les outils pour faire ça, surtout au début. Et donc, ce qui se passe, c'est que les gens cherchent à dire des phrases extrêmement compliquées, mais malheureusement, il y a des langues qui ont une structure assez différente. Par exemple, le japonais a une structure où tu dis, moi, Paris, allez, je veux. Donc, c'est exactement le contraire, non? Quand j'ai commencé à parler japonais, c'est exactement ce qui s'est passé. Je voulais dire des phrases trop compliquées. Et donc, je me suis dit, qu'est-ce que je peux faire pour éviter de traduire dans ma tête? Parce que vraiment, c'était le désastre. Et la solution, c'est de simplifier les choses. Moi, je dirais, le conseil, c'est il faut simplifier. Si tu as fait la traduction après, ça te donne des bases très solides pour faire ce qui est le fun work, on dit. Écouter des podcasts, regarder des vidéos sur YouTube, etc., etc. On t'entend, tu as une très bonne prononciation en français, en espagnol c'est encore plus impressionnant. Est-ce qu'il n'y a pas un risque si on commence par de l'écrit de mal choper la prononciation après, ou alors est-ce que tu écoutes en même temps que tu fais cette phase de 3 mois, ou alors est-ce qu'on écoute à peine et on lit juste, ou alors on lit en écoutant de l'audio pour avoir une idée de comment ça donne en son, enfin comment tu gères les deux, quoi, l'écoute et la lecture? Tout d'abord, laisse-moi dire que écouter, c'est la chose la plus importante dès le début. Écouter tous les jours au moins 30 minutes une langue étrangère. Le problème, c'est que en tant que débutant, si tu veux écouter le texte, tu vas pas exactement comprendre les mots parce que tu connais pas la langue. Donc pour toi, c'est juste un blablabla. Non, c'est difficile de comprendre en fait les mots. Donc mon conseil, c'est le suivant. Écouter et lire en même temps, au moins 3 voire 5 fois la première fois, tu as un texte. Donc, tu lis et tu écoutes en même temps. Lire, écouter en même temps, le cerveau va faire un travail génial. Ça, c'est extrêmement important, surtout dans la phase 1, débutant, et la phase 2, intermédiaire, parce que si tu lis, mais tu n'écoutes pas, tu ne vas pas développer une bonne prononciation. Si tu écoutes, mais tu ne lis pas, tu vas pas comprendre la langue. Donc, c'est très facile. La solution est de lire et d'écouter. Et le but final, c'est avoir une compréhension, une vision totale de la signification et de prononciation, syntaxe, vocabulaire, tout ensemble. Le problème de l'instruction, normalement dans l'école, c'est qu'on traite par exemple la grammaire, le vocabulaire et la prononciation comme des parties séparées de la langue. Ah, on prend un texte, on va voir le vocabulaire, on va voir la grammaire, on va voir la prononciation. Après, ça confond ton cerveau. C'est aussi pour ça que les gens se confondent et n'arrivent pas à apprendre les langues de façon, en tant qu'adulte, de façon, disons, naturelle, parce que la langue est divisée en parties. Tandis que en tant qu'enfant, on a écouté la langue dans son unité. On pense même pas en termes de catégories. On pense pas à ça c'est la grammaire, ça c'est le vocabulaire, ça c'est la prononciation. Et avec cette traduction bidirectionnelle, on traite tout ça comme une seule unité. Je sais que ça sonne un peu théorique, mais ça marche bien, je t'assure. Et est-ce qu'on apprend tous de la même manière? Et la question sous-jacente, c'est est-ce que tu conseilles ça à tout le monde, tous les types d'apprenants? Et même, par exemple, quelqu'un qui aurait, je sais pas moi, déjà
appris l'anglais pendant des années et qui n'auraient pas eu des bases solides, de revenir à ça? Ou est-ce qu'il y a des personnes pour qui c'est pas du tout fait ou c'est pas une méthode appropriée? Ah, je pense que c'est une question excellente. Alors, ma conviction après 30 ans d'apprentissage, et j'ai travaillé en tant que coach pendant presque 12 ans, c'est que tout le monde apprend de la même façon, dans le sens que le cerveau apprend de la même façon, mais il y a des personnes qui aiment faire des choses et il y a des personnes qui aiment faire d'autres choses. Donc, quand je dis la traduction bidirectionnelle, ça marche parce que ça s'appuie sur des principes très solides, scientifiques. Je l'ai vu, je l'ai testé. Et après, je me suis dit, OK, bon, peut-être ça marchait juste pour moi. Après, j'ai vu des centaines de personnes parce que dans l'académie, dans la Smart Language Learning Academy, il y a des centaines de personnes qui sont en train d'utiliser la méthode. Ils adorent. Mais il y a aussi des gens qui me disent, ah bah, Lucas, la traduction, c'est pas pour moi. J'aime pas traduire, j'aime bien faire d'autres choses. Et donc, ça dépend. Pour répondre à cette question, je dirais oui et non. Dans le sens que si tu cherches à appliquer la traduction bidirectionnelle et ça te plaît pas, donc, il y a pas de souci, tu peux chercher à faire d'autres trucs. La chose importante, encore une fois, c'est d'écouter et de dire des choses qui sont intéressantes pour toi et de le faire tous les jours. Et de le faire pendant 30 minutes, 45 minutes, 60 minutes. Ça, c'est la base. Après, si tu veux aussi traduire, ça, c'est un plus. C'est un atout. Je dirais d'éviter des fautes comme je commence à apprendre une langue en cherchant à comprendre des règles de grammaire sans lire et sans écouter. Ou je lis, mais j'écoute pas. Ou j'écoute, mais je lis pas. Ça, c'est des fautes à éviter. Pour moi, l'apprentissage des langues, c'est assez simple. Il faut, surtout au début, lire et écouter des choses que tu peux comprendre, qui sont intéressantes pour toi et qui sont riches en langue. Ça signifie qu'ils contiennent des mots, de vocabulaire et des parties de la langue que tu connais pas encore. De façon à ce que quand tu le fais, tu continues à apprendre tous les jours. Ok, donc là on a fait un point sur la traduction en tant que méthode d'apprentissage conscient où on se met sur son bureau et on y reste pendant une demi-heure, trois quarts d'heure, une heure. Et j'aimerais qu'on parle d'outils qu'on utilise énormément et souvent qui sont les traducteurs automatiques. Parce qu'il y a des moments où on n'a pas le temps d'attendre. Par exemple, tu es en voyage et tu dois parler et tu dois comprendre une conférence ou peu importe. Quelle est la bonne manière ou méthode d'utiliser les traducteurs automatiques? Et je te pose la question parce que j'ai un rapport assez amour-haine avec le traducteur automatique. Est-ce qu'il y a une bonne manière ou une manière consciente d'utiliser le traducteur automatique et une manière au contraire qui peut nous desservir? Alors, oui, c'est une très bonne question. En général, ça dépend du but. Quand tu écris un mail, un courriel à quelqu'un, si tu es à la bourre, tu dois l'écrire parce que je le fais tout le temps, en fait, parce que c'est plus rapide pour moi. Donc, ça dépend aussi des sentiments que tu as vers ça. Si tu te sens coupable, ah, je suis en train d'utiliser un Google Translate, donc ça signifie je ne sais pas écrire. Pas nécessairement. Par exemple, dans mon cas, quand je dois écrire des mots, des courriels en français, je préfère les écrire en anglais, les traduire juste parce que écrire en français, ça signifie c'est les accents, ça prend beaucoup de temps. Après, je regarde la traduction et je corrige les choses que je dois corriger parce que je vois s'il y a des choses qui sont correctes ou non. Pour moi, c'est une façon de faciliter la communication, d'aller un peu plus vite. Donc, dans ce cas, quand tu as soit nécessité, soit pour disons, écrire un courriel, faire les choses de façon plus rapide, tu peux les utiliser. Quand il s'agit d'utiliser les traducteurs en tant qu'outil d'apprentissage, c'est un peu différent. Donc, moi, je te dis ce que je fais, par exemple, ce que j'ai trouvé absolument génial. J'utilise DeepL ou tu peux utiliser même ChatGPT parce que c'est un traducteur exceptionnel. Par exemple, je dois parler, j'ai ma leçon de hongrois ou de grec. Je veux parler de quelque chose, non? Je veux parler de, je sais pas, mes vacances en Grèce. Ce que je fais, je mets dans le traducteur, je mets des phrases, 5 questions et des expressions que je vais utiliser que je connais pas. Je les mets en italien ou en anglais. Et après, le traducteur me traduit vers le grec. Et après, j'utilise ces phrases pour développer le sujet que j'ai choisi. Donc, j'utilise comme ça. L'autre chose que j'utilise, qui c'est exceptionnel pour moi, j'utilise quelque chose qui s'appelle ImTranslator. Donc, c'est un outil, c'est une Chrome extension qui crée des textes qui sont pas bilingues. C'est pas seulement bilingues, c'est sont interlinéales. Je sais pas en français comment dire interlinéal. Donc, il y a une ligne disons, texte en anglais et une ligne en français dans une autre couleur. Donc, tu as un texte bilingue et ça peut s'appliquer à n'importe quel texte. J'ai une vidéo sur YouTube qui s'appelle ImTranslator. Si tu écris ImTranslator Luca Lamparello, tu vas le trouver. J'explique tout en détail. C'est incroyable aussi pour le... Et ça, c'est disons, la façon dont j'utilise les traducteurs. Je traduis, je crée mes textes bilingues. Je choisis les choses que j'aime, non? Astronomie, j'adore l'astronomie. Et j'utilise ces traducteurs pour traduire et créer des textes bilingues. Et après, j'écoute, je lis. Il y a beaucoup de pas que tu peux faire. Ça, c'est la phase numéro 2, intermédiaire. Donc, ça m'a changé la vie.
Et par rapport à l'utilisation que t'en fais, puisque peut-être que c'est une mauvaise idée ou une mauvaise perspective que se dire il faut que je m'en débarrasse à tout prix. Tu sais, moi j'avais l'image du traducteur automatique comme les petits trous du vélo. Et une fois que tu les as enlevés, c'est fini, tu n'en as plus besoin. Comment faire? J'envoie un mail à une entreprise italienne, je revérifie avec ChatGPT. Comment faire pour arriver à un stade où tu n'as plus besoin de ça en fait? Tu n'as plus besoin de vérifier qu'il n'y a pas de faute, que c'est la meilleure syntaxe, ou alors, est-ce que c'est pas utile? Est-ce Alors, qu'on peut se dire, bah non, en fait, dans ta vie de tous les jours, si tu switches entre un mail en anglais, un mail en italien, un mail en allemand, autant utiliser les outils et c'est pas grave. c'est bien l'image que tu m'as donnée des roues du vélo, etc., parce que c'est très intéressant. Il faut s'appuyer sur la traduction, sur des textes, jusqu'à ce qu'on arrive à un moment où on comprend la langue parlée. Qu'est-ce que je veux dire par là? Ce que je veux dire, c'est que normalement, ce qu'on fait dans la phase numéro un, disons débutant, A1, A2, B1, on s'appuie sur le texte parce qu'on ne comprend pas sans texte. Mais la chose positive, c'est que tu verras que si tu écoutes et tu lis en même temps, tu commences à comprendre de mieux en mieux. Donc, ce que je fais, c'est que je lis et j'écoute, vrai, mais après, je commence aussi à écouter des podcasts que j'avais déjà compris en les lisant pendant que je les écoutais. Donc, ce que je fais, c'est j'introduis de la nouveauté et aussi de la répétition. Et en faisant ça, ma compréhension commence à améliorer, améliorer, améliorer. Et après un an, après 2 ans, je commence à comprendre la langue et j'ai plus besoin de m'appuyer sur des textes. Quant à l'écriture et à la production orale et écrite de la langue, alors, encore une fois, moi, quand il s'agit d'écrire des courriels, c'est juste parce que si je suis fatigué, je suis à la bourre, j'ai pas envie de chercher tous les accents dans le clavier, etc., etc. Ce que je fais, simplement, j'écris en anglais, ça traduit, après je corrige des parties du texte et après j'envoie. Mais si tu veux améliorer, disons, la façon dont tu écris des mails, tu dois écrire des mails et après tu dois faire ce qu'on appelle un test. Tu leur donnes à ChatGPT, ChatGPT te dit, OK, il y a des fautes ici. Ça s'écrit pas comme ça. Et après, tu te appliquer le feedback pour écrire un courriel plus élaboré et plus refiné avec moins de fautes. Moi, je dirais en général que la meilleure façon de faire ça, c'est d'écrire des textes, de les donner à un natif et après de les corriger ensemble, c'est-à-dire en parlant. La personne te suggère, ah, OK, Coralie, je pense que cette phrase, c'est pas correct. Pourquoi est-ce que c'est pas correct? Donc, de ne te pas aider directement, te donner le feedback, mais de suggérer des possibles solutions, parce que le feedback, ça aide énormément. Mais le problème de l'autre côté, c'est que ça prend beaucoup d'énergie. Et dans la vie de tous les jours, on n'a pas le temps. Et ça, c'est la même chose pour développer tes compétences à l'oral. Ça dépend si tu as envie de le faire ou non. Mais en général, si tu as envie, c'est comme ça que ça marche. Ça s'appelle pratique délibérée. La pratique simple, c'est-à-dire parler, juste parler, ça sert pour développer la fluidité, mais ça sert pas pour refiner tes compétences linguistiques. Donc, tu dois combiner la pratique délibérée, qui est, par exemple, la pratique à l'écrit ou à l'oral avec un natif qui peut te donner du feedback et bien sûr utiliser la langue dans la vie normale, c'est-à-dire bavarder avec des gens, je sais pas, prendre un verre avec des gens, discuter dans ta langue cible. Donc c'est toujours combiner les deux choses. Malheureusement, que je dis tout le temps, pour parler une langue couramment, il faut des années. Et donc, il faut avoir de la patience, il faut se concentrer sur, en fait, le plaisir d'apprendre plus que penser quand est-ce que je vais arriver là-bas, quand est-ce que je vais parler couramment. Bah, ça prend un peu de temps et ça prend de la pratique. De la patience et de la méthode, parce que je t'entends, il y a des phases, il y a des choses à faire par phase. Est-ce que tu as appliqué la même structure à toutes tes langues, ou est-ce qu'il y a des langues que tu as apprises sans objectif, sans structure, un peu comme ceux qui... Non, c'est le côté ingénieur en fait. Non. Tu as ramené l'ingénieur dans le domaine des langues. C'est exactement mon côté ingénieur. Mais pas seulement ça. Ouais. En fait, je pense que quand il s'agit de développer des compétences pour nager, pour marcher, pour apprendre les maths, c'est la même chose. Il y a 3 phases. Il y a toujours 3 phases: débutant, intermédiaire et avancé. Donc, c'est pas une chose totalement, un modèle totalement théorique. Ça a une application pratique. Oui, et je pense que ça fait la différence d'avoir des stratégies parce qu'en fait, on n'apprend pas une langue toujours de la même façon. Moi, je dis tout le temps que ma façon d'apprendre des langues étrangères, une langue étrangère, c'est une combinaison de méthodes différentes qui évoluent selon la phase. Phase numéro un, phase numéro 2, phase numéro 3. C'est un conseil que je donne à mes apprenants, en général, mes étudiants à l'école, à l'académie.
c'est tous les 3 mois de regarder en arrière et de voir, OK, qu'est-ce que j'ai fait jusqu'à maintenant? Est-ce que j'aime bien ce que je suis en train de faire maintenant? Est-ce que j'aime bien les méthodes que je suis en train d'appliquer maintenant? Et de réfléchir constamment sur sa propre méthode, sur ses propres stratégies, parce que ça change. Donc, peut-être tu es en train d'utiliser une ressource qui te plaît plus, et donc il faut s'adapter. Ça, c'est la partie un peu tricky, on dit en anglais, un peu plus difficile, entre guillemets, parce que il faut changer les choses. C'est la partie vraiment la plus complexe parce qu'on est tellement habitué à suivre quelqu'un quand on est à l'école que se dire non, j'ai l'intuition. Parce que on a deux choix, entre guillemets. Soit on va voir quelqu'un comme toi qui est coach et on dit bah, par où je commence ou je suis bloqué, où est-ce que je vais. Ou alors on prend ce que j'imagine que tu fais pour toi-même, un peu la responsabilité de l'autonomie de son apprentissage et on doit essayer de deviner ah ben là, qu'est-ce qui bloque, pourquoi je progresse pas ou pourquoi je m'intéresse plus à ce que j'utilise. Comment est-ce qu'on devient autodidacte? Est-ce que tout le monde peut devenir autodidacte? Et comment on peut avoir, enfin, quels sont les signes qu'au contraire, on a besoin d'être accompagné par un coach? Je dis tout le temps que je dois remercier ma maman, ma grand-mère, aussi ma famille en général, pour m'avoir donné le don de la curiosité. Je pense que la curiosité, c'est la chose la plus importante. Il faut être curieux et on a beaucoup d'informations sur Internet. Donc, si tu veux devenir autodidacte, qui que ce soit peut devenir autodidacte dans le sens qu'on a toute l'information à disposition sur Internet. Bien sûr, le problème, c'est que Internet, c'est un peu un univers et c'est pas facile de comprendre en fait d'où chercher. Et il y a parfois des informations contradictoires. Donc, tu regardes, je sais pas, un polyglotte sur Internet, sur YouTube qui dit une chose, il faut parler dès le début, un autre qui dit non, il faut écouter et lire pendant des années avant de parler. Donc, parfois, ça crée de la confusion. Mais en général, si tu as de la curiosité, curieux, proactif et réfléchir, ça, c'est les trois choses. Réfléchissement, ça signifie curieux de savoir, OK, je sais que je connais pas, non? Comme Socrate, il disait. Alors, je veux comprendre un peu mieux. Après, tu cherches à faire des choses pour voir s'ils marchent ou ne marchent pas. Après, tu réfléchis sur ton processus d'apprentissage. Est-ce que ça marche, hein? Est-ce que ce recours, est-ce ce bouquin, ça marche? J'aime bien. Parfois, on suit un chemin, on pense, ah, ça, c'est le chemin, ça, c'est ce que tout le monde fait pour apprendre le français, l'arabe ou quoi que ce soit. Mais toi, c'est différent. Tu es un individu. Tu as des goûts différents, tu as un parcours différent. Donc, c'est très important. Les principes, c'est curiosité, expérimenter et réfléchir. Et après, tu adaptes tes stratégies. Bien sûr, avoir un prof ou avoir quelqu'un, tu peux embaucher, tu peux dire, OK, ben, je veux travailler avec Lucas, je veux travailler avec quelqu'un qui a de l'expérience en apprentissage de langue. Ça aide énormément parce que ils ont fait ça, ils ont suivi ce parcours avant, ils ont compris les principes de base, tu vois. Et donc, ils peuvent t'aider à, disons, accélérer le processus. Mais après, c'est toi qui dois marcher. Tu vois, ils peuvent te montrer, mais après, encore une fois, c'est toi qui dois le faire tous les jours. Et j'imagine que tous ces conseils, on les retrouve dans ton livre, puisque ton actualité du moment, c'est, si je ne me trompe, la sortie de ton livre. Tout à fait. Alors, le titre, c'est en anglais 10 Essential Rules for Smart Language Learning. Donc, c'est je dirais en français, je traduirais les 10 règles essentielles de l'apprentissage des langues, de l'apprentissage intelligent des langues, parce qu'on utilise ce mot smart. Les 10 commandements, un petit peu, on peut dire ça, les 10 commandements de Même, ouais, c'est un l'apprentissage. peu religieux, ça sonne un peu religieux, les 10 commandements, mais disons règles, commandements, principes, je dirais principes aussi, pour apprendre les langues étrangères. Et en fait, j'ai décidé d'écrire ce livre parce que ça faisait beaucoup d'années que je voulais écrire ce livre. C'est un livre où je parle en fait d'un côté un peu plus émotionnel et très personnel de mon parcours d'apprentissage de langue. Parce que les gens, par exemple, beaucoup de gens s'attendaient bien sûr les techniques, les stratégies, c'est très important, mais si tu y penses, c'est ce qu'on apprend à l'école, on cherche à apprendre à l'école, c'est les stratégies. On parle jamais du fait que, en fait, apprendre une langue étrangère, c'est pas seulement une aventure intellectuelle, c'est une aventure émotionnelle. Donc, c'est ça ce que je voulais montrer, c'est que quand les gens me voient, par exemple, sur Internet, surtout sur YouTube et même sur mon blog, j'ai toujours montré le côté, OK, bah voilà, je parle français couramment, je parle anglais couramment. J'ai jamais montré la bataille, j'ai jamais montré la lutte, j'ai jamais montré les émotions, les doutes. Je donne des outils pour comprendre que l'apprentissage des langues, c'est un parcours personnel. En tant qu'adulte, on a tout le temps cette envie de rester dans sa propre zone de confort, OK, je veux montrer que je suis intelligent, j'ai la trouille et j'ai peur de montrer les parties les plus vulnérables de ma personnalité et de ma personne. Je te dis, même maintenant, après avoir appris 15 langues,
chaque fois que j'apprends une autre langue, c'est toujours le même parcours d'avoir un peu de doute, avoir un peu de peur. D'un côté, c'est effrayant, de l'autre côté, c'est merveilleux. Effectivement, ça nous fait traverser toutes nos peurs les plus primaires, la peur du rejet, la peur d'être pas compris, d'être exclu, d'être marginalisé ou de se retrouver dans une situation ambiguë. Donc oui, c'est des choses à dépasser. Tout à fait. Dans l'académie, en fait, parce que j'ai écrit le livre, mais aussi on a des cours. Ce qui est incroyable, c'est qu'on a une communauté. En fait, les étudiants ont commencé à partager leurs émotions et leurs peurs et leurs succès, etc., etc. C'est incroyable de voir en fait comment ça aide. Et les gens commencent à se dire, je suis pas seul. En fait, ce que les gens ressentent, c'est exactement ce que j'ai ressenti. Et quand tu comprends que c'est quelque chose que tout le monde ressent, tu comprends, ça c'est totalement normal. Tu commences à croire, ah, ça c'est normal. Parce qu'on a des peurs et tout le monde a des peurs, mais parfois on partage pas ces peurs. Quand il s'agit d'apprendre une langue étrangère, il y a des peurs universelles. Donc encore une fois, la mentalité, l'approche, les émotions, les sentiments, les idées qu'on a sur l'apprentissage, les idées qu'on a sur nous-mêmes, les limites qu'on a, tout a un impact énorme sur comment on développe les compétences, comment on parle, comment on écrit, comment on interagit en général avec les autres, les natifs et en général avec les êtres humains. Pour ceux qui nous ont écoutés et veulent en savoir plus sur ton travail, où est-ce que tu les inviterais à te rejoindre? Alors, lucalampariello.com. Donc, c'est mon nom, lucalampariello.com. Tu peux simplement écrire Luca Lampariello sur Google. Il y a mon site. Et sur mon site, tu vas tout trouver. Tu vas trouver le blog, tu vas trouver l'académie, tu vas trouver les cours, tu vas trouver le livre. Et si tu veux, j'ai aussi une chaîne YouTube qui s'appelle Luca Lampariello. Et pas trop d'imagination. J'ai aussi Instagram. Je pense que c'est Luca Lampariello Coaching. J'ai des cours pour débutants, des cours pour intermédiaires, en anglais et en espagnol. Pas encore en français, mais tout est sous-titré en italien, français, espagnol, anglais, plusieurs fois, mais en plusieurs langues. En général, l'audio, c'est que en anglais ou en espagnol. Voilà. Et est-ce que tu as en tête une ou plusieurs personnes qu'on devrait recevoir ici sur la Fabrique à Polyglotte, une personne qui donc parle français, pour qu'elle nous transmette son savoir sur les langues? C'est une bonne question. Je dois avouer que je connais pas trop le panorama français en tant que polyglotte. Je pense que je n'ai rencontré quelqu'un. J'ai rencontré récemment Hugo. Je ne sais pas si tu connais. C'est Inner French. Je pense qu'il est assez connu. Donc, Inner French, mais lui, il parle de l'apprentissage en général du français. Je te laisse le mot de la fin. Qu'est-ce que tu voudrais que nos auditeurs retiennent de tout cet épisode, de tout cet échange? Moi, je dirais que la chose la plus importante, c'est que parler une seule langue étrangère, tu peux en apprendre beaucoup, mais parler une langue étrangère, ça peut te changer la vie. Ça ouvre des horizons incroyables, ça te change. Ça change toi, ta vision du monde. Donc, je pense que ça vaut toujours la peine d'apprendre une langue étrangère. C'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est que si tu sais et tu apprends comment apprendre une langue étrangère, tu peux apprendre ce que tu veux. Et c'est pas si difficile que ça. Il faut encore une fois, curiosité intellectuelle, expérimenter et après continuer et chercher à faire de nouvelles choses tous les jours. Et tu peux apprendre. Tu as tout le potentiel pour apprendre quoi que ce soit. Je te l'assure parce que je l'ai fait, je l'ai vu. J'ai vu des gens qui sont passés de la désespération, du désespoir à la felicita en italien, à la bonheur absolu. Passer du désespoir à la félicité ou à la joie, au bonheur, c'est tout ce qu'on vous souhaite en tout cas. Merci Lucas d'être venu sur le podcast. C'était un plaisir, Coralie. Merci. Merci à toi. Merci d'avoir écouté cet épisode de la Fabrique à Polyglotte jusqu'à la fin. J'espère qu'il t'aura donné de nouvelles perspectives sur l'apprentissage des langues étrangères, qu'il t'aura inspiré et motivé, voire même instruit. Si c'est le cas, tu peux soutenir le podcast en lui attribuant 5 étoiles via ta plateforme favorite et en le partageant autour de toi. Et si tu as des questions ou bien l'envie de rebondir sur le sujet du jour, je t'attends dans l'espace commentaire disponible sur certaines applications. Pour recevoir encore plus d'astuces et de conseils concrets pour passer à l'action, inscris-toi à notre newsletter hebdomadaire disponible sur www.bednote.co. Le lien sera situé dans l'espace de description. Sur ce, je te souhaite de belles conversations en langue étrangère et je te dis à bientôt pour le prochain épisode.